Bonjour à tous, Émilie Kovacs, je suis la rédactrice en chef et la fondatrice d'ecopo.fr, kopo.fr, le média en ligne, le journal en ligne de l'économie positive, l'économie responsable. Alors j'ai le plaisir d'animer cette première table ronde qui s'intitule « Vivons heureux, vivons cachés ». À l'heure où la data est partout, où tout est connecté, se pose la question de la liberté individuelle. Est-ce qu'on peut continuer à développer cette ville de demain connectée tout en gardant nos libertés? C'est ce qu'on va évoquer tout de suite avec nos invités. On commence par Olivier Desbier, qui est directeur innovation et prospective au CNIL. Nous avons à côté Delphine Woussen, qui est directrice de Smart City chez Orange. À côté, nous avons Nicolas Boy, qui est directeur de la division service de Hewlett-Packard Enterprise. Et à côté, nous avons Roxane Julien, qui est COO de Newmanity. Elle nous racontera également ce que c'est. Je vais leur laisser la parole à tour de rôle pour qu'ils présentent un peu ce qu'ils font. Et puis, place au débat ensuite. Vous avez la possibilité d'intervenir, de poser des questions sur Twitter. C'est parti, allons-y. Bonjour à tous. Donc je commence. On m'entend, c'est bon? Est-ce qu'on vous entend? Olivier Desbier de la CNIL. Je pense que moi je m'entends, donc bon. Ça va être bon pour vous aussi. Donc effectivement, je travaille dans l'équipe innovation et prospective où nous on s'intéresse aux sujets qui sont un petit peu émergents liés aux technologies et à leurs usages et les impacts que ça a sur les individus et sur leurs données, puisque la CNIL c'est l'autorité de régulation des données personnelles en France, donc qui régule toutes les informations qui vous concernent. Pour faire le lien avec le titre ici, déjà l'élément le plus important du titre, c'est le point, je pense, d'interrogation qui est à la fin, parce que c'est vivons heureux, vivons cachés. On ne sait pas, parce que si c'était une affirmation, ce serait plus compliqué. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, ouais. Mais voilà, la CNIL en tout cas essaie de contribuer à ce que on puisse être heureux sans nécessairement être caché, puisque effectivement sa mission c'est de protéger la vie privée des individus, qui est une de nos premières libertés. Et donc pour relier cette question à la thématique de la ville et de son futur, qui est la thématique du Business Keynote aujourd'hui, dans le cadre de nos activités d'innovation de prospective, on a produit récemment un document d'exploration qui s'appelle la plateforme d'une ville, où on s'intéresse à ces enjeux. Je ne vais pas les détailler tout de suite, parce qu'on a promis qu'on faisait une introduction rapide, mais en tout cas, notre point de départ, c'est de se dire que dans la vision parfois traditionnelle de la Smart City, telle qu'on peut la voir, ou même dans les visuels, souvent une vision très éthérée de la ville, dans l'idée de pouvoir optimiser les flux, enlever la congestion, et finalement, on ne voit pas trop l'humain là-dedans, pas trop l'humain, on ne voit pas trop où on est, ou dit autrement, on a l'impression que l'habitant idéal de ces villes-là, ce serait un robot un petit peu. Donc la question, nous, c'est qu'on s'est un petit peu intéressé à ce sujet-là, donc à la transformation numérique de la ville, mais en se mettant du point de vue de l'habitant et de ses données, puisque c'est ce que protège la CNIL. Donc voilà, donc on a établi un certain nombre de recommandations en lien avec le sujet. Voilà, on pointe des menaces potentielles effectivement sur la vie privée, puisque dans cette nouvelle ville, en quelque sorte, on peut être sujet de captation à peu près partout. Et le gros challenge, c'est qu'on peut faire l'objet de captation, par exemple par son smartphone, parce qu'il va essayer de se connecter à un point Wi-Fi, ou par d'autres dispositifs, sans forcément en avoir conscience. Et si on n'en a pas conscience, comment est-ce qu'on peut du coup être en capacité de contrôle sur ces données? Donc c'est un petit peu ça le challenge global, je dirais, qui se pose pour la vie privée dans la ville du futur. Et effectivement, ça rend ces espaces de moins en moins anonymes, ce qui est une des caractéristiques pourtant essentielles de la ville. Je m'arrête ici pour le moment, puis j'espère qu'on pourra détailler par la suite. Bonjour. Pour Orange, les Smart Cities, c'est vraiment un axe de développement stratégique. On intervient en partenaire de confiance de la transformation digitale des villes et globalement, ça peut être au niveau de bâtiments, tout simplement, de quartiers, que ce soit les nouveaux écoquartiers en France, où on intervient notamment aux côtés des BTPistes, ou le développement de nouveaux pôles urbains à l'international, par exemple en Afrique ou au Moyen-Orient, ou encore à l'échelle de territoires tout entiers, de destinations thématiques. Juste un exemple, tout récemment, on a accompagné Montgenèvre sur une Smart Mountain. Donc voilà, la Smart City, finalement, c'est un sujet assez global. Et c'est vrai que la donnée, finalement, est au centre de chacun des projets sur lesquels on peut travailler avec les différentes villes et partenaires des villes. Et
on aime bien parler finalement de voyage de la donnée, c'est-à-dire tout ce qui se passe depuis la collecte jusqu'au stockage, jusqu'au traitement de la donnée et sa restitution aux citoyens et aux différents acteurs. Et au sein de ce voyage, la notion de sécurité, de data privacy, de données personnelles est essentielle, très clairement. Et là, chez Orange, vraiment, notre ambition, c'est d'intervenir en tant que partenaire de confiance, à la fois sur la façon dont les services, les plateformes peuvent être développés, en termes de privacy by design, qui est un sujet cher aussi à la CNIL, en termes de sécurisation des données, tout simplement, parce que pour la ville, la donnée, ça va être traité comme n'importe quel actif stratégique de la ville. Et puis en termes d'anonymisation, notamment quand on parle de traitement massif de données pour des statistiques ou autres. Donc vraiment, la sécurité de la donnée est au centre de chaque projet pour nous de la Smart City. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Boilly. J'ai la chance de diriger la direction service de Hewlett-Packard Enterprise. La principale mission de cette organisation, c'est de pouvoir accompagner à la fois des entreprises de toute taille, depuis des TPE jusqu'aux sociétés du CAC 40, quel que soit le secteur d'activité, mais également des acteurs publics, depuis des mairies jusqu'à des ministères, et également dans le domaine des Smart Cities, et les aider dans l'accélération de la transformation digitale. Et donc nous, on est ceux qui, justement, amenons les solutions auprès de ces entités, qu'on soit entreprise ou qu'on soit acteur public, pour justement être capable de collecter les données des individus, qu'ils soient citoyens ou consommateurs, de manière à pouvoir leur apporter un service innovant, un service qui l'aide justement dans la ville, etc. Et donc forcément, on se pose énormément de questions, et on est vraiment au cœur du débat tous les jours sur... je suis d'accord pour pouvoir être encore plus heureux grâce aux services qui me sont offerts par ma mairie, par ma région, par tel service provider qui me propose des nouvelles choses, mais à la seule condition qu'on n'aliène pas ma liberté. Et ma liberté est aliénée quand mes données peuvent être volées, quand mes données peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles j'ai autorisé qu'on puisse les utiliser. Et donc tout notre travail consiste à accompagner les acteurs publics, à justement trouver les solutions informatiques et également faire un travail de pédagogie qui est très important parce que c'est une évolution importante dans la manière de fonctionner à l'intérieur des acteurs publics pour les fonctionnaires ou des salariés dans les entreprises, de pouvoir agir de manière différente en matière de procédure, en matière de compréhension du fait qu'on détient un asset qui n'est pas la propriété d'entreprise, mais la propriété d'un tiers, et que donc ça nécessite un contrôle spécifique. Et donc tout notre travail consiste à pouvoir à la fois accompagner les entreprises et les acteurs publics dans cette transformation en termes de pédagogie des individus, mais également des solutions informatiques pour pouvoir justement régler le problème de la sécurité pour qu'effectivement ces données soient sécurisées au maximum. Merci, bonjour. Alors, moi, je travaille chez Numanity. On est une start-up qui lance une messagerie instantanée. Donc, le cœur du débat, c'est que chez Numanity, nous, on essaie d'innover dans le web sans les dérives qu'on lui connaît. Alors, un des premiers dossiers, ça a été l'impact écologique du numérique. Donc, on utilise des data centers carbone neutres pour réduire l'impact. Et donc, le deuxième sujet qui est effectivement beaucoup plus au cœur de la journée, c'est le respect de la confidentialité des données personnelles. Donc c'est vrai que là, beaucoup de choses ont déjà été dites. Nous, on est privacy by design parce que justement, on a un modèle économique qui ne dépend pas des données personnelles de nos utilisateurs. Donc on ne conserve rien des communications qui sont faites. Et forcément, du coup, on a un avis un peu plus large sur tout le sujet de la donnée. Pour qu'il y ait débat et pour éviter qu'on soit tous d'accord, nous, on essaie d'apporter un peu de nuance sur le sujet de la data. C'est-à-dire que certains vont dire vous êtes contre les données personnelles, vous êtes contre l'innovation, nous sommes une startup nation. Bon, en fait, la data, il y a forcément des nuances. Par exemple, nous, on pense qu'effectivement, il faut que la donnée soit anonymisée. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple simple, puisqu'on parle de la ville. Que la ville de Paris, par exemple, soit au courant que je sois dans un taxi à 16h rue de Rivoli, c'est intéressant, parce qu'elle peut finalement organiser tout le flux urbain, les feux rouges, les axes de la ville, etc.
Par contre, si Uber est au courant que je suis dans un taxi à 16h et que justement il va louer cette donnée à Häagen-Dazs, qui va pouvoir m'envoyer un texto en disant moins 20% sur la boutique Häagen-Dazs rue de Rivoli, là forcément c'est une intrusion dans ma vie privée. Donc il y a une première nuance à apporter sur l'anonymisation ou non des données des Smart Cities. Une autre nuance à apporter, c'est quelles sont il y a les données personnelles. C'est-à-dire que si moi, utilisateur, dans ma voiture, on me dit justement quelles sont les places de parking vides, on va dire que c'est de la donnée descendante. C'est-à-dire que c'est des données de la ville qui vont arriver à l'utilisateur. Par contre, que la ville soit au courant ou que Carrefour soit au courant de où est-ce que je m'arrête dans le magasin, dans la géolocalisation, plus aux glaces justement, ou plus au salé. Bon, là, voilà, ça amène d'autres questions, alors qu'on parle toujours uniquement de la géolocalisation. Donc il faut voir aussi où est-ce que la donnée part et où est-ce qu'elle arrive. Et enfin, juste dernier point, une fois de plus, les dérives totalitaires de la donnée sont très évidentes. La Chine aujourd'hui a mis en place la reconnaissance faciale et un journaliste a fait l'essai, en accord avec la police, d'être repéré comme suspect. Il est parti dans la ville et la police chinoise a mis que 7 minutes à le retrouver. Donc en fait, la donnée n'est ni bonne ni mauvaise, elle est uniquement ce qu'on en fait. Et ce à quoi il faut travailler, c'est justement créer les garde-fous pour éviter que les dérives soient mauvaises. Alors certains disent, oui, mais moi, je n'ai rien à cacher. Edward Snowden a dit une phrase que moi je trouve très bien, c'est ne pas défendre le droit de la vie privée parce qu'on n'a rien à cacher. C'est comme ne pas défendre la liberté d'expression parce qu'on n'a rien à dire. Temps de méditation. Et justement, il se trouve que les études prouvent qu'on a tous quelque chose à cacher parce qu'en moyenne, on fait 600 infractions par an. Alors, vous avez tous piqué des agrafes au bureau, vous avez tous traversé la rue au feu rouge, en dehors des passages cloutés. Bon, voilà. Donc, finalement, voilà, la donnée, il faut aussi qu'elle évite d'amener la société vers quelque chose de totalitaire. Et ça, justement, c'est dans les garde-fous qu'on créera et pas simplement dans la confiance aux institutions. Et juste pour compléter, moi je pense que c'est important de signaler aussi qu'on n'a pas forcément à cacher justement des choses qui seraient des infractions ou des choses dont on a honte. Hein. C'est le principe déjà de la surveillance, c'est qu'il y a une asymétrie. On est surveillé sur des aspects de nous-mêmes qu'on ne connaît pas forcément. Donc ce qui ne serait pas une infraction aujourd'hui pourrait l'être demain. Donc ça va bien au-delà que des choses qui seraient très établies et qu'on pourrait formaliser. L'autre argument aussi, surtout dans le je n'ai rien à cacher, c'est que dans l'environnement numérique, on agit rarement que pour soi-même, même quand c'est anonymisé, j'y reviendrai après. Si moi je pense que j'ai rien à cacher et que en fait, n'importe qui peut avoir accès à mes données, si on a accès à mes données de contact, ça ne me concerne plus que moi. Si on sait avec qui je me situe, je me balade, par exemple, ça ne se concerne plus que moi. Donc c'est l'argument, il va bien au-delà de ça. Un autre élément aussi quand même qui est important sur les données dans la ville, parce qu'en fait on le dit un peu sans le dire, c'est qu'on parle souvent finalement de données de géolocalisation. Et bref, sans vous faire un cours sur la loi informatique et liberté, dans notre loi actuelle, il y a des données qui sont considérées comme étant plus sensibles que d'autres. Données de santé, données d'obédience religieuse, politique, orientation sexuelle, et la donnée de géolocalisation n'est pas dedans, parce qu'à l'époque où la loi avait été créée, ça n'existait pas comme aujourd'hui. Et pourtant, ces données qui sont extrêmement sensibles. Alors, on peut géolocaliser des gens par des dispositifs de surveillance ou de sécurité, par des caméras dont c'est la fonction, mais on peut effectivement aussi les géolocaliser par les services qu'ils utilisent, le Navigo, Waze, Uber, vos locations Airbnb. Et effectivement, tout ça, si c'est mal sécurisé ou s'il y a des détournements d'usage, on peut potentiellement reconstituer la vie des individus. Et si j'ai accès sur une semaine aux endroits que vous fréquentez et que c'est eurodaté, en fait, je vais pouvoir savoir si, par exemple, si vous dormez assez, si vous êtes un fédère, ça va se voir tout de suite dans vos données. On va pouvoir savoir où vous habitez, où vous travaillez, si vous avez des enfants, les crochets par l'école que vous effectuez. Puis si vous allez à l'église le dimanche matin, je pourrais aussi inférer votre religion juste avec ça. Donc, c'est des données qui sont par nature extrêmement sensibles. Et je vais juste attirer votre attention sur un événement qui est très récent. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité autour de l'application qui s'appelle Strava, qui est une application qui est utilisée pour faire du sport par un certain nombre de personnes comme Runkeeper ou Runtastic. Et comme beaucoup de ces applications, ils ont publié, il y a quelques mois déjà, sur une carte mondiale, l'ensemble des trajets que font leurs utilisateurs. Donc plutôt des sportifs qui vont courir ou faire de la bicyclette, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des données qui sont anonymisées, agrégées, c'est des statistiques. Et donc même nous-mêmes, le CNIL, souvent on utilise ça pour dire, en anonymisant les données, vous êtes plus sous notre loi, et en gros, on protège les individus. Pour autant, ces données peuvent avoir des conséquences sur les individus, et c'est remonté en début de semaine parce qu'en fait, on s'est aperçu
que si vous regardez la carte de Strava, vous pouvez aller voir sur leur site, Strava Lab, et vous avez la carte du monde avec tout l'endroit où les gens courent et utilisent l'application, donc plutôt des gens dans des grandes capitales et plutôt aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. Et vous avez des zones qui sont blanches, au sens où il n'y a pas d'activité. Bon, elles apparaissent en réalité en noir sur la carte. Et en fait, et puis on zoome un petit peu, vous allez voir juste quelques zones où les gens qui tournent autour de quelque chose qui n'existe pas. Et en fait, ces données agrégées, elles ont mis en évidence des bases militaires américaines secrètes, donc qui n'étaient pas forcément localisées. Et donc, vous voyez, là, on part bien d'une donnée qui est statique, qui est agrégée initialement. Et après, si vous êtes un petit malin et que vous allez retaper dans la plateforme, vous pouvez finalement arriver à remonter un utilisateur. Donc tout ça pour dire qu'il y a des enjeux aussi de vigilance, des enjeux de loyauté dans les données, y compris quand elles sont anonymes. Quelles seraient les solutions, alors, si ce n'est pas l'anonymisation des données, parce qu'on peut être tenté de se dire c'est ça la solution pour demain, pour la ville de demain, que toutes les données soient anonymes et qu'on ait accès à toutes les données qui sont récoltées, que ce soit par les mairies, les collectivités, ou par les entreprises privées, qu'on ait un endroit ouvert à tous où on puisse avoir accès à ça. Voilà. Quelles seraient les solutions alors ? Je pense qu'il y a quelques règles à respecter. La première, c'est le consentement, c'est-à-dire demander ce fameux opt-in, opt-out chaque fois qu'une application demande une donnée, une information personnelle. Eh bien, on attend le consentement de l'usager pour effectivement récupérer cette donnée et lui donner aussi la possibilité, à un instant T, de sortir de cette information. Donc, le consentement est important, la transparence. Une fois qu'on a consenti à partager une donnée et sur tel ou tel aspect, eh bien, il faut être transparent aussi dans la façon dont cette donnée va être utilisée, éventuellement anonymisée. On en a pas mal parlé pour des raisons de statistiques, mais anonymisée de façon irréversible. Et puis la dernière chose qui est plus nouvelle, mais qui est importante aussi, peut-être plus pour des raisons économiques, c'est la portabilité. C'est-à-dire la capacité à un instant T de récupérer les données si je change de fournisseur de service pour que les données personnelles qu'un acteur A puissent être récupérées par l'acteur B de façon à avoir les mêmes règles économiques entre les différents acteurs. Et donc cette portabilité finalement des données personnelles telles qu'on aurait la portabilité du numéro mobile est un axe important en termes de développement économique. Puisque la donnée, sur ce point-là, il y a un enjeu fort. Et puis juste un tout petit dernier point, c'est vraiment la sécurité, où là, il y a aussi beaucoup d'attention. Sans parler même de géolocalisation ou autre, dans la ville, il y a la ville où les acteurs de la ville peuvent détenir des données personnelles très simples, l'arbre de Noël, la sécurité vacances, la téléassistance pour les personnes âgées, etc. Bref, elles peuvent avoir accès et stocker des données très sensibles. Et le sujet, c'est simplement de se dire... Est-ce que j'ai des données sensibles? Où sont-elles? Comment je les protège? Et tout ça, voilà, il y a des solutions, il y a des outils, il y a des process, il y a des entreprises comme les nôtres pour accompagner les villes et pour les aider dans cette démarche. Nous, Orange, typiquement, en tant qu'opérateur grand public, ça nous permet toute cette expertise qu'on a finalement sur nos propres réseaux, pour nos propres clients grand public, que ce soit le fixe, le mobile, la banque aujourd'hui, eh bien, c'est une façon aussi de transmettre cette expérience et ce savoir-faire, tant en termes de process, d'outils, que de gouvernance et d'organisation, à des acteurs tiers qui ont aussi accès à des données sensibles. Nicolas. En fait, il y a deux sujets majeurs sur lesquels on intervient maintenant de manière quasi systématique, que ce soit dans le domaine public comme dans le domaine privé. Il y a deux phénomènes clés. Un qui a déjà été beaucoup cité, qui est sur une terminologie qui est très à la mode en ce moment, qui s'appelle la GDPR. Donc c'est la General Data Protection Regulation, qui est censée être mis en œuvre de manière définitive, au moins dans toutes les entreprises pour mai 2018. Soyons honnêtes, il y a encore un petit peu de temps avant qu'on arrive à ce niveau de maturité partout, mais qui correspond exactement à cet enjeu. C'est-à-dire que normalement, le but, c'est d'avoir les bonnes pratiques pour dire, voilà, j'ai une donnée qui ne m'appartient pas, qui appartient à un individu. Donc, premièrement, quelle est cette donnée? Cette donnée, on m'a donné un droit d'utilisation pour un usage particulier. Donc, quel est-il? Où est-ce que je retrouve cette information? Comment est-ce que j'ai les garde-fous pour éviter qu'elle soit utilisée d'une autre manière que celle pour laquelle j'en ai eu le droit? Comment est-ce qu'elle est sécurisée au sein de mon entreprise, etc., etc. Et ça, c'est une réglementation qui est très rigoureuse, qui donne qui dans l'entreprise va y avoir accès, qui va avoir les droits pour pouvoir travailler dessus. Donc toute une procédure et une manière de fonctionner au sein de l'entreprise et au sein des collectivités qui doit permettre véritablement d'avoir l'éthique
du travailler avec une donnée personnelle. Le deuxième sujet, qu'on a beaucoup évoqué, c'est la notion de sécurité, et notamment de se dire, si la donnée effectivement circule, parce qu'elle circule en permanence, et c'est tout l'enjeu et toute la difficulté, comment est-ce que je fais dans le cadre d'une cyberattaque, parce que je peux avoir un service provider qui est bienveillant, une mairie, celui qui est en train de me louer mon appartement en Australie pour partir l'été prochain, mais il peut y avoir effectivement une attaque. Donc le deuxième gros enjeu, c'est comment sécuriser et éviter que mes données personnelles auprès d'un tiers de confiance aient pu être volées. Et là, le sujet est très compliqué, parce qu'en réalité, la difficulté, c'est que il y a quelques années encore, on pouvait imaginer une espèce de muraille de Chine autour du centre informatique de la mairie ou de l'entreprise, du secteur informatique de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est absolument plus possible puisque tout est connecté. Donc, à partir de ce moment-là, le sujet, c'est de dire que de toute façon, en tant qu'entité informatique, où qu'elle se trouve, de toute façon, on va être attaqué. Donc la question... C'est ça. J'ai interviewé un hacker qui me disait de tout ce qui est connecté et hackable. Comment on peut vivre caché à partir du moment où demain on va avoir des boîtiers connectés partout dans notre maison. Comment peut-on rester anonyme C'est la question qui effectivement, malheureusement, nous est posée tous les jours. Donc en fait, il y a plusieurs aspects clés pour pouvoir y répondre et qui permettent de pouvoir couvrir la quasi-totalité des possibilités en termes d'attaque. La première, c'est que de toute façon, comme on va être hacké, quoi qu'il en soit, qui qu'on soit, une mairie, une entreprise, etc., c'est la rapidité avec laquelle on va détecter l'attaque et la rapidité avec laquelle on va mettre en œuvre les contre-mesures pour pouvoir stopper cette attaque. La deuxième chose, c'est que comme de toute façon la donnée circule, elle part de mon smartphone, elle va dans l'entreprise. Il se trouve que l'entrepôt de données de l'entreprise, elle peut être dans l'entreprise, mais elle peut être dans le cloud, n'importe où. Donc ma donnée circule. Le meilleur moyen pour la sécuriser, c'est de la crypter depuis effectivement le terminal mobile, quand il va dans le cloud, quand il revient dans l'entreprise, parce que si elle est volée, une donnée cryptée, elle ne peut pas être utilisée par un pirate. Après, il y a aussi le fait de pouvoir sécuriser les applications, parce que les applications, on les développe à une vitesse vertigineuse, parce que nous tous, sur nos smartphones, on a envie d'avoir des applications qui ont de plus en plus de fonctionnalités, parce que c'est ce qui nous excite, de pouvoir dire, tiens, j'ai cette nouvelle fonctionnalité, c'est super, c'est marrant, mais comme on développe très vite, il y a des erreurs, ça crée des failles, et donc il faut aussi des outils pour permettre de pouvoir contrôler ce genre de choses. Donc c'est tous ces aspects-là en termes de sécurité, et en fait, le maillon le plus faible dans tout ça, c'est nous. C'est nous, en tant qu'employés, en tant que fonctionnaires, parce que... en tant que citoyens aussi. En tant que citoyens, parce que c'est par là, l'ingéniosité des hackers est telle. Deux exemples très rapides. Un exemple d'une banque qu'on m'a donné encore il n'y a pas très longtemps. Un employé qui a reçu un mail de son chef, donc avec la bonne adresse email, la bonne signature, tout ce qui va bien en termes de nomenclature pour dire j'ai besoin que tu me fasses un virement de plusieurs millions en Asie. Sauf que il se trouve qu'ils ont fait la même école, ça fait 20 ans qu'ils se connaissent, et que dans le mail tout était bon, sauf qu'ils ont l'habitude de se tutoyer et en fait il y avait l'emploi du vouvoiement. Donc la personne s'est posé la question avec décroché le téléphone et dit t'es sûr c'est ça que tu veux? Non, je t'ai jamais envoyé de mail. Donc tout ça, c'est pour dire en fait, il y a tout un tas de choses, tout un panel. Je veux dire, l'intelligence du hacker est telle aujourd'hui qu'il y a une pédagogie permanente à opérer au sein des entreprises, de manière à ce que tous ceux qui sont en contact avec l'outil numérique, on puisse être en permanence alertés des nouvelles utilisations, des nouvelles failles qui sont trouvées par les hackers, de manière à ce qu'il y ait une pédagogie permanente pour pouvoir éviter ce type d'attaque et que la sécurité soit au maximum, parce que la faille numéro 1, malheureusement, ça reste l'individu. Roxane, est-ce qu'il faut arrêter d'aller sur Facebook, sur Google? C'est des choses qu'on lit de plus en plus. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? Pour rebondir, je voudrais vous remercier parce que du coup, vous faites la meilleure publicité à Numanity parce que nous cryptons. Pour autant, je trouve que dès qu'on emmène le débat sur la sécurité, on tombe dans des discours très alarmistes et finalement en disant de toute façon les hackers gagneront toujours, on ne fait plus rien. Et donc on a plutôt une tendance à arrêter de se poser les bonnes questions. Si on revient du coup sur la thématique du sujet qui est vraiment la confidentialité, un sujet qui est assez nouveau mais qui commence à peine à être posé, c'est finalement la propriété des données. C'est-à-dire à qui appartiennent vraiment toutes les données qu'on génère. Et où elles sont stockées également. Qui les stocke?
Alors, il y a un fait, une anecdote assez rigolote qui est sortie récemment, c'est que si on regarde son smartphone, en fait, ça va réveiller dans notre cerveau les mêmes zones que l'amitié. C'est-à-dire qu'en fait, on a une confiance absolue dans notre téléphone parce que c'est notre agenda, tous nos amis, notre réseau social. Donc cette petite machine active les mêmes parties de notre cerveau que l'amitié. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un think tank qui vient de sortir un rapport en disant que justement la donnée devrait appartenir aux personnes et que justement ces personnes devraient être libres de pouvoir les revendre ou non. Donc c'est un think tank qui est plutôt de droite. Il y a Drahi à gauche qui dit qu'on devrait avoir 50 000 € à sa majorité de la part des GAFA pour nous remercier justement des données. Donc on voit que c'est vraiment un sujet qui est au-delà des partis. Et justement, est-ce que l'individu a lui-même les capacités de comprendre l'enjeu éthique de la propriété des données? Il y a un parallèle qui est fait avec le vote. C'est-à-dire qu'une data, c'est rien. Comme un vote en soi, ça ne fait pas changer une élection, mais sauf que la somme des datas, c'est comme la somme d'un vote, ça fait vraiment basculer un pays. Ça peut faire basculer. C'est un très bon parallèle parce que je voulais parce qu'effectivement il y a un gros débat là-dessus. Excuse-moi de vous interrompre, pour discuter avant, parce qu'a priori on ne vend pas trop ces droits de vote aujourd'hui et c'est très très bien. Et ce serait un peu dommage qu'on fasse la même chose avec les données. Et effectivement, il y a tout un débat sur la patrimonialisation des données. Est-ce qu'on peut, qui on est propriétaire? Est-ce qu'on peut les revendre, les louer? Donc juste toute la philosophie qui accompagne la protection des données depuis 40 ans en France et qui est consacré aussi par règlement européen, c'est ce qu'on appelle le concept d'autodétermination informationnelle. Donc c'est un petit peu pompeux comme ça, mais en gros c'est que vous soyez en capacité de contrôle et de maîtrise sur les informations qui vous concernent. Et alors ce qui est un petit peu dérangeant avec cette idée qu'on pourrait vendre ces données, ça serait, imaginez vous jouez à un jeu concours sur Télépoche, par exemple. Est-ce qu'en mettant mon nom et prénom sur Télépoche, j'abandonne l'usage de mon nom et de mon prénom auprès de Télépoche parce que du coup, j'ai mis dessus? Vous voyez, c'est un raisonnement qui ne tient pas. Donc, il y a des droits qui sont liés à vos données, ou il y a des droits qui protègent l'utilisation de vos données. Lorsque vous autorisez, par exemple, des fois avec des mails à ce que des données soient communiquées à un tiers, eh ben, les droits, ils continuent à suivre tout au long de la donnée. Pour le dire autrement, on délègue des droits d'usage sur des informations qui nous concernent auprès d'entreprises, d'administrations, d'organisations, mais ces droits d'usage, on peut les révoquer à tout moment. À tout moment, je peux dire, hop, maintenant j'arrête, je ne veux plus que vous utilisez mes données parce que je n'ai plus confiance ou je veux changer de service. Et donc cette idée qu'on pourrait louer ces données, qu'on pourrait en tirer un revenu, en plus je trouve ça extrêmement cynique, puis on est sur des montants qui sont quand même très anecdotiques, comme vous l'expliquez, parce que la valeur unitaire, elle est très faible, elle me paraît quand même assez dangereuse. Donc il faut se méfier un petit peu de ces discours-là. Je ne vois pas en plus ce que ça amènerait en termes de services supplémentaires pour les individus. Et tout ce qui est en train d'arriver avec le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, en français pour l'acronyme, vise justement à renforcer la capacité de contrôle et de maîtrise des individus sur les informations qui les concernent, sur leur identité. Parce que là, Mais est-ce que c'est assez, ça? Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il ne faut pas changer les usages, communiquer plus là-dessus? Il faut un volet éducatif aussi, beaucoup là-dessus, parce que ça, on voit à peine son périmètre. On a aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre vraiment les enjeux derrière sociaux. Moi, je vois, on est dans plusieurs labels. Enfin, nous, on a un rapport à l'éthique particulier. Quand on essaie de montrer l'impact social qu'a le traitement des données, bon, on ne nous croit pas, quoi, parce qu'en fait, il nous faut 4 heures pour expliquer vraiment pourquoi demain, en fait, quelqu'un, les riches ou les pauvres, en fait, auront un usage à la donnée qui est différente. Et donc, en fait, si vous avez 4 heures, on en parlera, mais effectivement, il y a un enjeu social derrière qui est fort et personne ne le comprend aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a un volet éducatif aussi qui manque. C'est un peu la porte facile à tous les débats à chaque fois, mais c'est vrai que et la CNIL, justement, a un peu changé sa façon d'être par rapport aux entreprises avec le RGPD. C'est qu'avant, elle était un peu celle qui tapait sur les doigts. Maintenant, elle est quand même celle qui accompagne les entreprises à se poser les bonnes questions parce que voilà, justement, c'est un sujet important, quoi. Et vraiment, il ne faut pas oublier que tout ça est source de progrès. Je donne juste un petit exemple de service. Aujourd'hui, on propose un service de vote par blockchain qui permet vraiment de fiabiliser et de rendre le vote plus simple et plus pertinent encore. Et de fait, d'inciter les citoyens à participer, à prendre la parole, à être dans la vie de la ville. Donc, tout ça est quand même source de progrès, pourvu effectivement qu'il y ait un usage raisonné et en même temps parfois quelques détours. Il y a un chiffre qui m'amusait où finalement aujourd'hui, plus de 80% des 18-24 ans fournissent des données fausses sur Internet. Donc bon, bah voilà, il y a aussi parfois des usages détournés, il faut l'accepter et c'est aussi une façon de se rendre compte de ça et de trouver des solutions par ailleurs.
Je crois que Orange aussi propose des formations de code aux enfants. Et absolument. Donc, c'est aussi dans cet esprit-là. Absolument, des programmes de supercodeurs pour les enfants, de maisons digitales, notamment pour les femmes isolées, pour développer leur employabilité. Donc oui, absolument, on a beaucoup de programmes. Donc la base, pour conclure, la base, vivons heureux, vivons cachés, ça part déjà d'une maîtrise de ses propres données, savoir où elles se trouvent, qui les détiennent. Et puis quoi, du coup? Je vous laisse le mot de la fin. Et puis peut-être surtout, à partir du moment où on détient la donnée qui ne nous appartient pas d'un tiers et qu'on a la bienveillance de vouloir lui offrir un service pour pouvoir, en tant que citoyen ou en tant que consommateur, on a une responsabilité forte, très importante. Et donc, il faut en respecter les règles et aller jusqu'au bout de la démarche, que ce soit une démarche qui soit dans le cadre de la sécurité, sans se faire peur inutilement, mais en mettant tout en œuvre, effectivement, pour éviter de se faire attaquer, et en même temps en respectant les règles telles que j'ai évoquées au niveau de la GDPR, qui permet véritablement de pouvoir s'assurer que quand on me donne le droit, à un moment donné, de pouvoir utiliser une donnée, pour un usage donné, je ne l'utilise pas pour autre chose, je ne la revends pas, et donc je respecte l'information qui m'est donnée pour ce qu'on m'a demandé d'en faire. Point à la ligne. À partir du moment où tous les services providers, de quelque nature qu'ils soient, qu'on soit mairie ou entreprise, respectent ces règles-là, normalement, on pourra vivre heureux sans besoin de se cacher. Merci. Merci à vous quatre, et merci à vous d'avoir suivi le débat. Merci.